Bon, on est live, AG. Quackskina. Ici, Alexandre Nicodo, accompagné de mon collègue André Dudomaine. Nous avons un nouvel invité cette année pour le premier épisode de l'année. En fait, c'est pour marquer aussi en même temps la décennie des langues autochtones qui a été décidée par l'UNESCO. Fait que moi, je voulais inviter Catherine, mon amie Catherine, parce qu'elle, en ce moment, elle étudie sa langue des ancêtres. Fait que je vais te laisser t'introduire, Catherine. Waliwan Alexandre. Kwekiliwao, Neil de Lewis Godlin, Neil Walastaguig naga québécoise, Duig Ekpahak Dagej, naga Nujayao Wasipeguk. Donc, je m'appelle Catherine, je suis québécoise et Walastagoui. Moi, je viens de la communauté de Wasipeguk, anciennement appelée la communauté des Malécites de Vigée au Québec. Puis en ce moment, j'habite à Ekpahag, donc Fredericton, au Nouveau-Brunswick, justement parce que je suis venue étudier la langue Wolastoqey ici. Alors, merci de l'invitation, Alexandre. Je trouvais que c'était intéressant qu'on commence avec ça aussi parce que ça fait peut-être depuis quelques mois qu'on travaille ensemble, puis on parle beaucoup de restauration des langues autochtones, la réhabilitation des langues autochtones. Puis en même temps, moi, je suis locuteur, je connais ma langue, puis je suis aussi traducteur. Mais toi, en ce moment, tu utilises ta langue, puis tu es en train de l'apprendre, puis je me rappelle, ça fait peut-être 2-3 ans qu'on se connaît. Peut-être 3, 4, peut-être même jusqu'à 4 ans, mais je me rappelle quand je te demandais si tu connaissais ta langue, puis genre, tu disais que tu la connaissais pas, mais tu aimerais ça la connaître. Puis là, en ce moment, avec les années qui s'en viennent, mais tu t'es introduit en Wolastoqey, là. Oui, puis je trouve ça vraiment important de le faire, puis je suis vraiment fière de pouvoir le faire, parce que ça fait comme, je pense, seulement 3 ans que je suis capable vraiment de juste me présenter dans ma langue, puis à chaque fois, j'ajoute tout le temps un petit bout, à chaque fois que j'apprends quelque chose de plus, puis je le modifie, puis je l'ajoute, puis c'est ça prouve juste que je fais un petit cheminement, puis je suis pas mal fière de ça, ouais. Oui, peut-être pour les auditeurs qui seraient moins familiers avec les nations autochtones, il y aurait peut-être à préciser d'abord que la langue dont on parle appartient au grand groupe dits algonquiens de l'Est. Alors, c'est aussi bien l'Abénaki, par exemple, ou le Mi'kmaq, qui sont de cette même famille linguistique qui a beaucoup de parenté avec les langues algonquiennes du Québec, notamment effectivement l'Innu, l'Atikamekw, l'algonquin proprement dit, mais qui ont plus de parenté entre elles. Alors ça, c'est bon de le préciser. Et ensuite, il y a peut-être des gens qu'il faudrait peut-être présenter rapidement les Malécites de Vigée, puisque c'est une nation au Québec qui a eu une reconnaissance relativement tardive. Et il y a encore des gens, et il faut encore apprendre des nouveaux mots, Wolastoqey. Donc, peut-être préciser davantage le contour des Malécites en général et des Malécites de Vigée en particulier, ce serait intéressant pour nous. Mais oui, absolument. Mais dans le fond, tu sais, moi, je m'intéresse vraiment à notre histoire depuis très peu aussi. Fait que j'apprends toujours. Puis l'histoire, elle est vraiment relative. Dans le fond, il y a peu de personnes qui sont penchées sur l'histoire des Malécites. Il y a Monsieur Ghislain Michaud qui a fait un livre super intéressant sur les Malécites qui s'appelle, je pense, je vais le trouver après, là, je l'ai oublié, mais il est dans ma tête. Par contre, c'est ça, il y a peu de personnes qui sont penchées sur l'histoire des Malécites, puis on a comme vraiment été oubliés. Fait que même les gens, quand je voyage dans les communautés au Québec, sont comme « Ah, comme vous existez encore, vous êtes encore là. » C'est comme « Oui, oui, on est encore là. » Donc, c'est parce qu'on était vraiment un petit groupe, dans le fond, qui se sont fait inscrire dans cette bande-là, puis on s'est fait barouetter de différentes bandes en différentes bandes au long des années, tu sais. Mais là, ce qui s'est passé, en fait,
comme dans l'histoire plus récente, c'est qu'on s'est fait enlever nos terres, en fait. Nous, les Wolastoqiyik, on se promène du fleuve Saint-Laurent, puis on se promenait avec la rivière Saint-Jean, qui est la Wolastoq. On se promenait jusqu'à la baie de Fundy. Toutes les communautés aussi se retrouvent là quand on regarde sur la carte, justement. Toutes les communautés se retrouvent sur le bord de la Wolastoq. Puis, toute la partie au Québec, en fait, on n'y allait pas tout le temps. Hein? Donc, c'était vraiment selon les groupes, selon les saisons, selon aussi les présences d'Européens qui étaient là, etc. Donc, à un moment donné, les Européens étaient comme, vous n'utilisez pas les terres comme on aimerait que vous les utilisiez. Puis c'est des terres dans ce coin-là, Kamouraska et tout ça, qui sont très bonnes pour l'agriculture. Puis nous, on ne faisait pas ça. Fait que quelques personnes se sont installées. On a eu un village dans le coin en fait, à Kakuna. On peut quand même retrouver certaines petites maisons qui sont encore là, qui sont des cabanons, en fait, en arrière des grosses maisons, tu sais. Puis c'est notre présence qui était là. Mais malheureusement, là, on a perdu ces terres-là. Donc, on n'avait plus d'affaires là, puis il n'y a plus personne qui a pu habiter aussi sur la terre réserve, qui n'était plus une terre réserve. On leur a demandé cette terre-là, un petit lopin, un petit coin de terre, dans le fond, en 1985, si je ne me trompe pas. C'est là vraiment qu'on a eu une reconnaissance du gouvernement du Canada, puis qu'on est redevenu, en fait, une Première Nation officiellement au Québec puis au Canada. Donc là, on a cette parcelle de terre-là qui est à Kakuna, en bas de la côte, pour ceux qui connaissent. Mais c'est tout petit. Si vous regardez sur Google Maps, réserve Malécite de Vigée, tout ce que vous allez voir, c'est un petit lopin de terre en rectangle, puis il y a un bureau administratif qui rentre dessus. On a acquéri une petite pointe de terre aussi sur le côté qui avance dans l'eau, donc c'est super beau, puis on réussit à faire nos powers là, puis à faire certaines activités là. Mais c'est ça, pour le moment, il n'y a personne qui habite sur la réserve. Depuis 1985 aussi, il n'y a personne qui habite sur la terre réserve. Donc, on n'a pas de communauté en tant que telle. Donc, on est vraiment... on a vraiment une réalité différente des autres communautés puis des autres nations au Québec puis même au Canada. On est la plus petite aussi, la plus petite nation au Québec. Puis on n'a pas eu accès depuis plus de 3 générations à notre langue, à notre culture aussi. Donc, c'est vraiment une constante réappropriation puis revitalisation. Puis là, moi, je ne savais pas, mais il y a d'autres communautés au Nouveau-Brunswick. Puis ça, je l'ai appris peut-être il y a 3 ans seulement, 3-4 ans. Et puis, ces gens-là parlent encore la langue. Puis... il y a des gens qui connaissent encore la culture, les aînés sont encore là. Donc, c'est comme, oui, notre réalité, elle est qu'au Québec, on est éparpillé partout, puis on ne vit pas sur la communauté. Mais au Nouveau-Brunswick, c'est une réalité tout à fait différente de l'autre côté des frontières. Donc, on voit vraiment que la frontière coloniale, le Québec-Nouveau-Brunswick, ça nous a coupé nos groupes. On était ensemble. On a de la famille à Atobique, on était tous des relatives, des parents. Puis finalement, cette frontière-là nous a vraiment séparés. En plus aussi, c'est ça, des différentes attributions aux bandes. Même on a des communautés au Maine. Donc, il y a 2 communautés, je pense, au Maine, puis il y en a 6 au Nouveau-Brunswick et 1 au Québec. Donc, c'est ça, c'est vraiment une réalité tout à fait différente des autres nations. Quand je voyage... j'aime bien partager là, ces faits-là que j'apprends aussi tout au long de mon cheminement parce que voilà 2-3 ans, je ne savais rien de ça, en fait. Personne n'a pu me transmettre ces informations-là. Donc, Ça veut-tu dire aussi qu'il n'y avait pas vraiment de lien familial avec les autres communautés dans le Nouveau-Brunswick, avec celui du Québec? Non, c'est ça, il y en avait des liens familiaux. Beaucoup, tu sais, puis même au Maine, c'est ça, on retrouve beaucoup, tu sais, comme moi, j'aurais des parents de la famille Athanas qui se retrouvent au Maine. Donc, c'est vraiment super intéressant. Puis, on voit beaucoup aussi de similitudes dans les visages. Moi, j'ai vu beaucoup de monde à Atobique, beaucoup d'aînés hommes qui ressemblent beaucoup à mon grand-père. Fait que c'est un peu troublant des fois, t'es comme... Donc, vraiment, il y avait des liens, puis
c'est vraiment aussi les barrières de la langue. Tu sais, avant, 3-4 générations, on parlait tout Wolastoqey. Puis là, avec l'anglais, le français, les communautés au Nouveau-Brunswick sont surtout anglophones, à part Madawaska. Et à Madawaska, c'est à Edmundston et ils sont plutôt francophones. Puis le reste des communautés, ils sont tous anglophones. Donc là, de garder ces liens-là aussi, tu sais, quand t'envoyais les enfants au pensionnat en anglais ou au pensionnat en français ou à l'école en français ou en anglais, nous, après ça, on pouvait plus se parler. Puis le fait qu'on n'est pas en communauté, au Québec, on n'habite pas en communauté, on se connaît pas. Donc, même moi, tu sais, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps avant de connaître les jeunes de ma communauté, de reconnaître des gens aussi dans ma communauté parce qu'on se voyait seulement aux 4 ans pour des élections. Donc, c'est pas vraiment un espace super propice aux rencontres. Donc, créer des liens avec les membres de ta communauté, c'est vraiment un enjeu quand on n'habite pas tout le monde ensemble. Puis quand on est tous séparés partout, il y a même des gens comme à Toronto, là, tu sais, fait que c'est vraiment difficile. Fait que les assemblées, ce qui se passe, c'est que tout le monde est invité à aller à Rivière-du-Loup. On loue plein d'hôtels, dont le grand hôtel universel à Rivière-du-Loup, puis on a des grandes salles de conférences là et on se rencontre là. Donc, c'est comme ça qu'on a eu des opportunités de se rencontrer, mais une fois aux 4 ans, c'est ça. C'est pas assez. Donc, c'est un vrai effort de reconstruction d'une nation. C'est vraiment formidable. Est-ce que je me posais la question, on utilise beaucoup les écrans et l'Internet maintenant avec la pandémie. La question qui me vient très spontanément à l'esprit, c'est est-ce que c'est aussi des outils qui aident à la réunion virtuellement des membres de la nation? Je dirais oui puis non, dans le sens que on est fatigué, c'est d'utiliser ces outils-là en fait déjà après 2 ans. Je dirais qu'au départ, avec les jeunes, d'autres jeunes de ma communauté, ce qu'on faisait, c'était vraiment des meetings pour des rencontres pour qu'on puisse partager sur la langue, apprendre un peu sur la langue. Il y a eu des cours en ligne que mes collègues et amis et aussi roommates, voyons, comment on appelle ça en français, j'ai oublié. Mes colocs, Lisa, Maude, Aubin-Bérubé, puis Louis-Xavier, Aubin-Bérubé, ils ont donné des cours en ligne avec la nation, donc organisée par eux et le band, le conseil de bande. Donc, ça a bien fonctionné parce que là, il y avait vraiment un outil qui a été fait en français aussi, qui était possible pour les membres d'utiliser maintenant en ligne. Puis là, d'avoir des cours en ligne, il y a eu beaucoup, beaucoup d'inscriptions parce que les gens sont intéressés, ils veulent vraiment. Puis il y avait du temps aussi au début de la pandémie parce qu'ils étaient à la maison. Il y avait du temps pour apprendre la langue. Fait que ça a été vraiment un beau cours d'introduction qu'ils ont donné pendant, je pense, au moins 1 an, sinon presque 1 an, je dirais. Donc, je pense qu'il y a eu 3 sessions déjà de données. Donc, ça a bien fonctionné. Mais sinon, c'est vraiment, tu sais, comme les dernières élections qu'on a eues, on n'a pas pu se rassembler. Donc là, c'était de voir les candidats en ligne se présenter. Tu sais, c'est vraiment pas la même chose que pouvoir se rencontrer en vrai. On a besoin d'un espace aussi comme physique vu qu'on sur la communauté, il y a juste un conseil de bande, un bureau. On n'a pas d'espace vraiment à part quand c'est le powwow ou quand on va à l'hôtel. Donc ça aussi, c'est un enjeu, tu sais. Puis je dirais que les réseaux sociaux n'ont pas vraiment ont pas tant comme pallié à cet enjeu-là. Là. Non, malheureusement. On parlait d'un cours d'introduction, mais est-ce que ça continue? Est-ce que après l'introduction, on va un peu plus loin dans l'apprentissage de la langue? Je suis pas encore au courant. Par contre, c'est sûr que ça se fait. Parce que moi, dans le fond, j'ai suivi ce cours-là avec les Amaudes et Louis-Xavier qui étaient les 2 profs. Et c'est ça, c'était je sais plus combien, c'était de semaine, mais c'était quand même 3 heures par semaine.
Fait que c'était du contenu quand même, là, oui, d'introduction, mais comme tu peux vraiment voir comme un peu plus la vision du monde des Wolastoqiyik, comment la langue aussi se construit vraiment différemment de l'anglais, du français, comment on s'exprime dans les phrases et tout ça. Fait que c'était un bon cours d'introduction. Puis là, j'ai aucune idée pour le futur. Il faudrait demander à Lisa puis Louis. Mais ouais, c'est sûr que c'est faisable parce que je sais que moi, en classe ici au Nouveau-Brunswick, ça fait 4 mois qu'on est en classe et j'ai appris tellement déjà. Je pourrais donner un cours d'introduction puis un cours comme niveau 1, plus avancé, un peu plus avancé. Là. Donc, ça s'en vient. C'est surtout pour les membres, pour le moment, par contre. Je veux juste le mentionner. Je sais qu'il y a d'autres cours de langue qui se donnent dans d'autres langues un peu partout, mais pour le moment, nous, on l'offre vraiment que pour nos membres. Là. Ce qui est particulier aussi, c'est que vous ne l'apprenez pas juste en classe, vous l'apprenez sur le territoire, c'est ça? Oui, donc pour les cours de Lisa et Louis qui donnaient avec le conseil de bande, c'était vraiment en ligne. Puis pour moi, au Nouveau-Brunswick, dans le fond, moi, je me suis inscrite au programme intensif de langue Wolastoqey. C'est avec l'Université de Saint-Thomas, ici à Fredericton, et puis le conseil de bande de la communauté de St. Mary's, donc de Sedan 6. Puis dans le fond, ce programme-là est ouvert seulement, c'est comme aux 2 ans, il y a une cohorte. C'est 20 personnes qui sont choisies pour cette cohorte-là. Donc, il faut vraiment que tu amènes ton portfolio puis là, que tu fasses comme dans l'entrevue, OK, pourquoi tu veux être dans ce programme-là. Donc, il faut vraiment que tu aies une raison puis comme que tu arrives avec, avec un portfolio, tu sais. Puis, dans le fond, ce cours-là, ce qui se passe, c'est que c'est un cours plutôt décolonisé. Les profs qui le donnent, eux, étaient étudiantes quand, v'là 10 ans, quand le programme a commencé, quand c'était un essai, là, un programme d'essai, dans le fond. Puis, le programme a continué finalement, puis eux sont devenus professeurs au fil du temps. Puis, ils sont vraiment décolonisés dans le sens où l'idée de transmettre la langue, elle sera vraiment pas faite comme en français ou en anglais. Comme commencer par apprendre les couleurs, traduire de mot à mot, c'est quoi bonjour, bon, ben, c'est hello, t'sais. Donc, ça va vraiment pas être comme ça. Il n'y a pas de traduction. C'est pas une immersion non plus, donc on n'est pas en classe sans arrêt en Wolastoqey. Il faut utiliser l'anglais aussi pour expliquer certaines choses. Mais on va avoir des cours plus théoriques le matin. Puis l'après-midi, souvent, on va avoir des aînés qui vont venir ou on va aller les voir nous-mêmes. On va être sur le territoire. Fait qu'on est allé chercher de la PISUN, de la médecine, sur le territoire. On est allé à des endroits vraiment importants comme à Ekpahag. On a l'île de Ekpahag-Monikkuk. Puis c'est un endroit vraiment, vraiment important. Puis moi, je le connaissais pas, j'en avais jamais entendu parler. Il y avait des campements là avant, il y a une énergie vraiment spéciale. Puis nous, ben, on a fait notre cours là. Puis l'après-midi, on est allé ramasser des baganes, des noix sur le territoire. C'est vraiment décolonisé dans le sens où on va pas rester en classe 6 heures par jour à regarder des feuilles. Donc, on va vraiment être sur le territoire. Puis c'est comme ça qu'on mémorise le plus, en fait. Puis, on a eu des cours dehors aussi. Donc, à un moment donné, il y avait le COVID puis tout ça. Puis, on a décidé de faire nos cours dehors avec un feu. C'est vraiment... Moi, c'est à ça que je m'attendais de toute façon. Moi, je voulais pas retourner sur des bancs d'université dans des gros amphithéâtres avec plein de monde. Je voulais être avec un petit groupe, avec des gens qui sont là vraiment pour les mêmes raisons que moi. Puis, je dirais que vraiment, c'est très décolonisé. C'est pas... comment on est noté aussi en classe, ça sera jamais comme pour ta performance ou pour du par cœur. Ça va vraiment être globalement, tu sais, quels efforts tu mets dans la langue, puis quels efforts aussi, c'est quoi tes moyens, parce que il y a des gens dans ma classe qui ont une famille. Avec genre 6 enfants. Moi, j'ai pas de famille, j'ai des colocs, j'habite dans un appart, c'est vraiment différent. Eux, ils ont une maison. Quand ton enfant est malade, qu'est-ce que tu fais? Tu peux pas aller à l'école, tu manques ton cours. Il n'y aura pas de pénalité comme on le voit dans les institutions scolaires qu'on est habitué.
c'est vraiment comme, c'est quoi tes moyens en ce moment pour apprendre la langue? Puis on va t'aider à cheminer. On ne punira pas, on va vraiment t'accompagner puis t'aider. Puis on peut même te proposer du tutorat avec d'autres étudiants, etc. Donc, c'est vraiment spécial. Puis sur le territoire, ben, c'est nécessaire parce que la langue, elle est liée au territoire. Donc, D'accord. Alors, la cohorte dans laquelle tu es, elle va être là pour... ça dure 2 ans, tu me disais? Oui, et là, c'est ça fait seulement. combien de temps que tu es là? Ça fait depuis septembre. Je suis arrivée le 1er août à Fredericton. J'ai déménagé le 1er août, puis la première semaine de septembre, on commençait nos cours. D'accord, donc c'est récent pour toi, c'est relativement, c'est quelques semaines, quelques mois. Ben, bravo, en tout cas, c'est très impressionnant. Et les autres, tu mentionnais qu'il y avait des gens qui avaient déjà une progéniture à la maison, donc des gens un peu plus âgés, là, mais en général, c'est quoi le portrait des 19 autres à la coloc, à la co? Ben, dans le fond, c'est un programme pour adultes, donc c'est vraiment des gens quand même plus âgés. Je pense que la personne la plus jeune, c'est mon collègue Addison, puis il a comme 22, 23 ans. Sinon, après ça, on est plus comme 29, 27, 30. Donc, il y a même, il y a du monde qui ont 30, 40, là, je dirais. Donc, c'est vraiment, c'est ouvert à tous les adultes qui veulent vraiment apprendre la langue. Mais tu sais, il faut que tu aies vraiment des motivations dans le sens que, qu'est-ce que tu vas faire aussi avec la langue après? Tu sais, tu viens pas juste chiller dans le cours puis apprendre la langue, puis tu sais, comme comment tu vas transporter la langue après, comment tu vas la transmettre, qu'est-ce que tu vas faire avec après. Donc, c'est des gens qui sont arrivés à un moment dans leur vie où ils étaient comme, OK, on doit réapprendre la langue. La langue, elle s'en va autour de nous. On a des enfants. Nos enfants, qu'est-ce qu'on va faire avec s'il n'y a plus la langue? À l'école, c'est pas ça qu'ils apprennent. À l'école, c'est encore l'anglais, puis même le français dans les écoles anglophones est vraiment privilégié aux dépens du Wolastoqey. Donc, c'est vraiment des gens qui veulent pas que la langue s'éteigne. Puis aussi, c'est beaucoup de la guérison, de réapprendre la langue, puis d'être dans une classe où tout se réfère à la culture, puis à ta culture aussi. Donc, c'est vraiment aussi un processus de guérison pour plusieurs, dans plusieurs aspects de leur vie. Puis c'est ça, je pense qu'on on est tous des gens qu'on est arrivés à un point où on est comme, OK, là, c'est le moment, là, c'est le temps. Faut s'inscrire, il faut le faire. Je dirais que c'est un peu ça le portrait. Ouais, c'est vraiment ça à quoi ça ressemble. Puis c'est des gens qui veulent, après ça, pouvoir le transmettre soit dans leur travail ou dans leur art. On a beaucoup d'artistes aussi en classe. Puis d'avoir la langue aussi liée aux arts. Des fois, on ne peut pas être complètement, pas bilingue, là, mais on ne peut pas complètement savoir la langue au complet, sauf qu'on est capable d'introduire aussi la langue à travers les arts. Donc, les artistes dans ma classe, je pense que c'est vraiment ça aussi qu'ils souhaiteraient faire. On a des gens qui travaillent et travaillaient avec des enfants aussi. Puis il y en a qui veulent être profs. Il y en a qui veulent se lancer plus du côté politique. Donc, je pense que la langue, elle va toucher tout le monde d'une façon différente, mais ils vont toutes la porter après ça dans leur milieu. Puis c'est ça le plus important, c'est que nous, on devient des porteurs de la langue, finalement. Et c'est la combienième cohorte depuis le début du programme? Je pense que ça fait un peu plus de 10 ans que le programme existe. Donc, je pourrais dire comme... 5e ou 6e cohorte. Ouais. Ah, en tout cas. Et tu parlais des arts. Il me semble, j'ai vu quelque part que tu as même écrit une chanson. Et oui! Donc, en fond, finalement, là aussi, le but d'apprendre la langue, c'est de pouvoir la partager. Puis moi, j'avais écrit à un moment donné juste un petit quelque chose en français ou en anglais. Je pense que c'était en français, puis c'était un petit poème, puis
c'était juste comme quelques phrases, tu sais, finalement. Puis je me suis dit, j'étais en train, en fait, je venais de terminer à ce moment-là de faire l'outil en ligne. C'est un lexique d'environ 2000 mots en français, en anglais et en Wolastoqey. Donc, j'avais fait ça avec un aîné de Neguaktug, de Tobic. Puis là, je me suis dit, hey, les mots qu'il y a dans mon poème sont quand même faciles à peut-être traduire. Donc, je vais regarder. Finalement, c'était pas si facile que ça, mais c'était pas si pire. J'ai regardé les mots que je pouvais trouver dans le lexique, dans le portail aussi, un portail, le portail Passamaquoddy, parce que le Passamaquoddy est comme presque la même chose que le Wolastoqey, dans le fond. Puis il y a un super dictionnaire en ligne, mais lui, il est seulement en anglais puis en Passamaquoddy malécite. Mais par contre, là, il y a beaucoup de possibilités de trouver des mots. Fait que j'ai réussi à traduire ce petit texte-là. Puis finalement, la musique est vraiment venue à moi. J'apprends aussi un petit peu le ukulélé. J'ai essayé quelques petites affaires, puis ça a donné vraiment quelque chose de super beau. Puis je savais que Musique Nomade était un peu en pause à cause de la pandémie, donc l'organisme Musique Nomade. Fait que je leur ai demandé, ça vous tenterait-tu de faire un projet de musique avec moi? J'ai peut-être une chanson, tu sais, qui pourrait être le fun. Puis moi, mon but, c'était vraiment de pouvoir dire que, c'est possible avec des outils en ligne, puis avec le peu que tu sais, comme j'avais déjà une petite base aussi de Wolastoqey l'année dernière, pas mal, une petite base, une grande base, là, quand même. C'était possible d'écrire, puis de le chanter. Donc, j'ai fait ça. j'ai fait cette chanson-là jusqu'à maintenant qui s'appelle Gil avec Musique Nomade. Donc, ceux qui veulent aller voir, c'est sur la plateforme de Nigamowin. Je l'ai partagé. Merci. Donc, c'est avec mon nom aussi, cool. Donc, il y a toutes sortes d'artistes aussi qui ont participé là, à des projets musicaux avec Musique Nomade. Puis moi, ça a été mon premier single, ma première chanson. Je savais pas, tu sais, je chante depuis toujours, j'aime la musique depuis toujours, je joue à l'oreille, mais je savais pas que je pouvais faire ça. Donc, c'est vraiment impressionnant, puis je suis quand même très fière de ce que j'ai fait, puis j'espère vraiment qu'il y a d'autres jeunes aussi qui vont le faire. Moi, c'est ça mon but aussi, c'est que on trouve toujours que la langue, elle est trop difficile à apprendre. Moi, j'adore les langues, puis je trouve jamais ça trop difficile, mais je sais que pour la majorité du monde, c'est comme c'est difficile à notre âge de se remettre dans le bain puis d'apprendre une langue, mais de la chanter, de la jouer, que ce soit juste quelques mots, c'est important, puis on l'entend, on le mémorise, on le partage, puis moi, j'aimerais vraiment ça qu'il y ait toutes nos chansons qui puissent jouer aussi à la radio. Tu sais, t'ouvres la radio, puis t'entends, tu sais, une radio populaire, là, puis t'entends du Laurent Nicoué, mettons. Ou t'entends ma chanson, puis t'entends des langues. Moi, ça m'arrive jamais, ça. Ça m'arrive juste quand je suis en auto, puis je passe à côté d'une communauté, puis mettons, je suis à côté de Pessamit, peu importe, je mets la radio dans mon auto, puis c'est la radio de Pessamit, puis j'entends j'entends des chansons en Innu, là, tu sais. J'aimerais ça que ça se passe pour vrai dans toutes les radios au Québec, puis même au Nouveau-Brunswick, tu sais, de pouvoir avoir accès à ça, puis que tout le monde puisse l'entendre, puis que ça puisse être inspirant aussi pour tous les jeunes autochtones de toutes les nations aussi, de faire ça. Ah, mais ça, je trouve que ce que tu dis aussi, c'est que tu fais l'effort que la langue se sauvegarde, puis on dirait que pour moi, à ce que je vois, c'est que comment qu'une langue se développe et qu'elle reste, c'est quand on diversifie les façons de s'exprimer dans cette langue-là, que ce soit en poésie, que ce soit en chanson, en slam, n'importe comment qu'on pense, comment qu'on veut s'exprimer dans la langue qu'on parle. C'est pas juste en écrivant des affaires que ça va rester, c'est en s'exprimant différemment aussi avec. Exact. D'ailleurs, on sait, avec le festival des Nunikamu notamment, comment pour des langues de la famille algonquienne là, au Québec, la chanson est importante. Et encore aujourd'hui, c'est une façon pour les jeunes de maintenir le lien avec la langue ancestrale, de pouvoir la chanter, de pouvoir faire les tournées des communautés, notamment chez les Inuits.
c'est très important. Il y a même des artistes fameux dans le Nitassinan qui sont à peu près inconnus à l'extérieur et qui ne poursuivent pas forcément l'idée de devenir des stars en dehors de ce lien communautaire qui pour eux est la priorité. Alors ça, c'est intéressant, c'est très fort pour maintenir la langue. Je ne sais pas si ça sera suffisant, mais en tout cas, c'est déjà un très bon pas. Et quand tu parlais de la radio, je me souviens, c'est il y a longtemps, au siècle dernier, on avait durant un festival avec une radio communautaire de Montréal, était-ce Radio Centre-Ville? Je pense, il me semble que c'était Radio Centre-Ville. En tout cas, on avait fait une émission commune avec la radio, le réseau Atikamekw montagnais, et l'émission se faisait en Atikamekw, en Innu et en français. Et là, je disais, les gens vont être tannés d'entendre, c'est long, puis c'est laborieux, surtout 2 langues autochtones en plus. Tout était traduit systématiquement et exprimé dans les 3 langues. Alors, donc, ça faisait un cachet qui était un peu lourd. Ils ont reçu plein de félicitations. Les gens disaient, c'est formidable, on ne les entend jamais, ces langues-là. Et là, tout d'un coup, ils sont là dans nos radios. Donc, c'est quelque chose qui, contrairement à mes craintes, a été bien accueilli. Et de fait, donc, c'est une idée qui pourrait être reprise pour qu'on entende les langues autochtones dans les radios partout, au Québec, au Nouveau-Brunswick, dans le Maine et dans toute l'Amérique, quoi. Vraiment. Puis comme Alex disait, c'est c'est quelque chose de tangible qui reste. Et puis qui a été aussi, comme je me rappelle, j'avais regardé justement je pense le documentaire sur le festival Innu-Nigmu. Puis ils avaient dit, je pense que c'était Florent Volant qui avait dit qu'après la crise d'Oka, il avait arrêté de passer du Kashtin partout. Tu sais, Kashtin était tellement populaire, le groupe Kashtin, mais ils ont arrêté de le passer partout. Ça a été banni. Puis maintenant, moi, je me rappelle pas dans ma vie avoir écouté la radio puis avoir entendu du Kashtin. Puis je suis née en 92, là. Donc, et puis je me rappelle pas avoir entendu aucun artiste autochtone à la radio, aucune langue autochtone à la radio. Puis à un moment donné, j'ai commencé tranquillement dans les dernières années à entendre, par exemple, à ICI Musique, à ICI Radio-Canada, à entendre des Ilzapi, par exemple, en Inuktitut. Je sais que dans l'Ouest, là, on joue vraiment beaucoup de musique autochtone, puis dans les festivals aussi, puis ça fait longtemps. Mais ici, dans l'Est, c'est différent. C'est comme plus long, on dirait, avant que ça arrive. Puis pourtant, c'est quelque chose vraiment qui reste puis qui va aussi, je sais pas, amener comme, tu sais, moins parce que les gens sont toujours surpris que les langues autochtones existent encore ou le contraire, là, ils pensent que tout le monde parle leur langue, puis ils sont comme, pourquoi tu parles de ta langue? Mais en général, les gens sont comme, tu sais, les langues, il n'y en a plus. On les voit pas de toute façon, les Autochtones, puis on les entend pas. Donc, il n'y en a plus la langue n'est plus là. Puis les jeunes Autochtones aussi, c'est la même chose. Tu sais, moi, on me dit, il y a 3 ans, avant que je commence un long processus de réapprentissage et tout ça, on me dit, ben non, Catherine, la langue, elle n'existe plus. OK. Donc, c'est pas le cas, là. J'étudie la langue là, en ce moment. Mais c'est quelque chose avec la musique, je trouve, qui est accessible à tout le monde, autant les non-autochtones que les autochtones, et en tout temps, à tout endroit. Puis il y avait une fille dans ma classe qui disait ça, qu'avant, il y avait à St. Mary's, ici, il y avait une radio communautaire, puis que ça gardait aussi la langue. Moi, c'est ce que j'ai remarqué dans les communautés aussi au Québec, c'est que dans les radios communautaires, les animateurs parlent leur langue. Ils passent de la musique dans leur langue ou de d'autres artistes de d'autres nations aussi. Mais je trouve que ça crée vraiment une sécurité, tu sais, de tout le temps avoir la langue sans arrêt. Puis tout le monde écoute la radio dans les communautés. Donc ici, c'était la même chose dans le temps aussi. Il y avait de l'anglais, mais il y avait aussi un peu de Wolastoqey. Puis là, il n'y en a plus de radio. Puis là, elle a dit, moi, j'aimerais vraiment ça comme projet après la classe de pouvoir recommencer cette radio-là.
de pouvoir avoir des invités, des aînés. Tu sais, des fois, les aînés, ils ont plus de job à faire. Les aînés aussi, des fois, on leur demande d'être professeurs, puis ils peuvent pas être professeurs parce que c'est pas tous les aînés qui ont la capacité ou les compétences d'être professeur, de transmettre une langue dans une institution. Donc, être à la radio, par exemple, ben, tu transmets la langue, mais d'une autre façon aussi. Donc, moi, je trouvais ça vraiment brillant. Puis, oui, si tu veux faire une radio, moi, je suis vraiment all-in. Là. Je voudrais vraiment participer à ça parce que je pense vraiment que autant la musique, mais comme l'animation à la radio, c'est de transmettre la langue tous les jours. C'est génial. Là. Il y avait deux choses aussi qu'on disait en grandissant. Comment ça se fait que nous autres, on continue encore à la parler, puis pourquoi elle est encore aussi parlée dans notre communauté. Puis on disait souvent que c'est grâce à l'isolation que Manoan avait eue. Les Atikamekw qui étaient pas mal isolés avant, puis dans les années 70, c'est là qu'on a commencé à être plus ouverts. On a eu une route qui reliait Manoan à Saint-Michel-des-Saints, puis c'est là que les gens commençaient à se promener plus. Puis c'est vraiment avec l'arrivée de la radio communautaire que ça a vraiment amené les gens à se parler, à communiquer entre eux autres. Puis je me rappelle qu'on me disait qu'il y avait beaucoup d'aînés qui allaient à la radio puis dire des affaires puis raconter des histoires. D'ailleurs, mon surnom vient d'un aîné, le surnom d'un aîné que lui, apparemment, on le surnommait Tabadumou aussi, qui veut dire celui qui rapporte, celui qui raconte des affaires. Parce qu'apparemment qu'il allait tout le temps à la radio puis en train de raconter des histoires, puis c'est quoi les ancêtres, comment qu'on devait vivre, c'était quoi la nation Atikamekw, c'est quoi l'histoire. Fait que c'est ça, je suis pas mal d'accord du fait que de pouvoir s'exprimer à la radio, c'est là que ça fait garder la langue. Puis ce qui est le fun de nos jours maintenant, c'est que maintenant, c'est accessible à tout le monde. Tout le monde peut commencer à faire leur propre radio, faire des TikTok, puis ça, ils ouvrent leur page, là. Tellement. Puis moi, je me rappelle la première fois, là, vraiment que j'ai vu une initiative comme ça, c'est quand je suis allée à Shefferville, puis on était coincés là, on avait manqué notre train. Fait qu'on s'était fait une soirée, puis il y avait un bingo cette soirée-là, puis c'est un bingo à la radio. Puis là, à Shefferville, t'arrives, puis t'as même une place à la radio où ce que tu vas... c'est un take-out. Tu vas chercher au service au volant tes feuilles de bingo, OK? C'est vraiment... J'étais comme, OK, wow! Tu vas chercher tes feuilles, puis tu joues à la maison, à la radio. Puis là, à la radio, le bingo, c'était, si je me rappelle bien, en Innu, puis en anglais. Puis je pense, peut-être pas en Naskapi, parce que je pense que Naskapi, les chiffres, ça se ressemble pas mal en Innu, puis en Naskapi. Mais moi, juste d'entendre dans les deux langues, puis c'est long, là. Tu sais, quand tu as des plus longs chiffres, c'est long de dire des chiffres en Innu, puis je capotais. Parce que là, sinon, il fallait que tu comprennes bien en anglais aussi. Mais c'était traduit les deux. C'était vraiment une expérience, là. Je me disais, waouh, je l'apprends. Puis tu sais, tu peux tellement mémoriser tous les chiffres, puis après ça, ils disent « Ah, les gagnants », ou tu sais, t'entends les gens qui appellent, puis là, ils sont comme un instant, puis ils parlent à moitié en anglais, à moitié en Innu. Ouais, bref, c'est vraiment... c'est des choses auxquelles on pense pas parce que ben, c'est pas dans toutes les communautés qu'il y a ces réalités-là, mais d'implanter ça, moi, juste un bingo à radio, est-ce que tu parles la langue? Je veux dire, tout le monde joue au bingo. Donc, tout le monde a accès à la langue à ce moment-là. Tu n'es pas obligé de faire un cours de tout lâcher puis de faire un cours de 2 ans, tu sais, finalement. Je sais qu'à Kahnawake, Martin Luff, quand il travaillait au centre culturel, il était responsable des collections photos. Et il avait enregistré des aînés sur les photos qui racontaient « ben là, il y a eu telle construction, là, c'était telle famille. » Bref, toutes sortes d'histoires. L'histoire de la communauté, mais à partir des photos. Et il avait fait une sorte de diaporama avec les commentaires des aînés et la station locale du câble. Il y a un câble distributeur à Kahnawake, passait cette émission-là régulièrement. Et au centre culturel, il demandait aux gens de mettre la TV là et de la laisser allumer durant le jour quand les enfants étaient à la maison pour qu'ils puissent justement se familiariser avec la langue, même s'ils n'écoutaient pas, même s'ils étaient assis devant. C'était tranquillement une façon d'être connecté
avec la langue et éventuellement, on sait comment les enfants sont des éponges d'apprentissage. C'était un premier pas pour connaître le mohawk. Oui, parce que ça, c'est aussi un problème, en fait, l'exposition de la langue aux enfants. Tu sais, comme quand on pense aux cours d'anglais, par exemple, qu'on a suivis au Québec, moi, je sais que pour moi, dans mon temps, dans la fin des années 90, début des années 2000, là, l'anglais, c'était pas des anglophones qui venaient donner les cours d'anglais, puis c'était toujours la même chose. Fait que c'était toujours les animaux, les couleurs, est-ce que je peux aller aux toilettes, puis c'est ça, le soleil, la lune. C'était tout. Donc, c'est un peu aussi ça qui se passe avec la langue Wolastoqey, c'est que les institutions ont l'impression que, bon, en mettant des cours, par exemple, tu mets à peu près 25 minutes par semaine, puis, bon, il va y avoir un prof qui va faire des petits jeux ou qui va justement comme te donner les couleurs, puis c'est quoi un crayon, genre, est-ce que je peux aller aux toilettes en Wolastoqey? Les institutions ont l'impression que c'est assez, puis que c'est un apport important, par exemple, à la langue, puis que les enfants sont assez exposés, pas assez exposés, mais les enfants sont déjà exposés et tout ça à la langue, puis mais malheureusement, ça marche pas. Moi, j'ai dû aller en Colombie-Britannique, puis en immersion en anglaise, pour vraiment pouvoir apprendre l'anglais, puis pouvoir vraiment être bilingue, puis m'exposer sans arrêt en anglais, écouter de la musique en anglais, écouter des films en anglais, etc. Le problème, c'est qu'en Wolastoqey, tu peux pas vraiment faire d'immersion, tu peux pas vraiment écouter des films puis de la musique sans arrêt. Tu n'es jamais exposé sans arrêt à la langue. Puis les 25 minutes par semaine en classe, ben ça marche pas. Il y a aussi le fait que les profs, c'est pas tous des locuteurs. Il y en a pas beaucoup de locuteurs. Il y a à peu près 60 personnes qui sont des aînés, qui sont donc plus vieux, et 60 personnes dans toutes les nations au Nouveau-Brunswick qui peuvent encore parler la langue quotidiennement et dont c'est leur première langue. Les autres, il y a à peu près peut-être 200 personnes, 150 personnes qui peuvent parler la langue, qui peuvent la comprendre, mais qui ne la parlent pas tous les jours et que c'est l'anglais leur première langue. Donc, il n'y a pas beaucoup de possibilités d'avoir des professeurs. Donc, des fois, dans les institutions, c'est des non-autochtones qui donnent le cours ou c'est des autochtones, mais qui sont professeurs, mais qui ne connaissent pas tant la langue non plus, donc qui se retrouvent aussi à partager seulement les couleurs puis la météo. Donc, c'est vraiment un enjeu là, on se dit, oui, on veut avoir plus de cours pour les enfants, oui, on veut avoir des écoles d'immersion, mais on manque de profs. Donc, les gens aussi qui sont dans ma cohorte, puis qui ont fait les autres cohortes, ben eux autres certains continuent dans l'enseignement, puis ça, c'est vraiment encourageant. Il en faut plus. Mais c'est un enjeu pour les enfants qui, eux, sont les prochaines générations qui doivent être exposés à la langue absolument. T'sais. Alors, j'imagine que des cohortes immersives comme celle auxquelles tu participes maintenant, je suis sûr que quelque part dans tes arrière-pensées, il y en aurait pour des clientèles francophones au Québec pour justement que la langue y redevienne une langue vivante. Exact, oui. Puis c'est aussi une possibilité de rassemblement, en fait, de se rencontrer puis de se connaître. Donc, tu sais, de partir des cours là, en français, d'avoir aussi des outils en français, vu que là, les outils sont principalement en anglais, ce qui est aussi, encore une fois, une barrière. Tu sais, il y a beaucoup d'outils, beaucoup de livres. Tu regardes, il y a même des livres pour enfants et tout ça, mais la plupart sont surtout en anglais, donc il faut les traduire en français, etc. À part avoir les outils, il faut les ressources humaines aussi pour donner ces cours-là. Mais il n'y a pas beaucoup de Wolastoqey du Québec qui peuvent venir à Fredericton faire le cours en anglais. Donc ça aussi, c'est un enjeu. Moi, je peux parce que je suis bilingue, je connais l'anglais, puis je me sens assez bonne pour être dans une classe en anglais à longueur de journée avec du Wolastoqey. Mon cerveau change de langue à toutes les 3 secondes. Puis je connais d'autres langues aussi. J'ai appris un peu d'Innu, un peu de Cri, un peu de Tagalog. Donc là, tout mon cerveau est en constant... c'est comme un élastique que tu peux étirer à l'infini. Là. Il y a plein de langues qui rentrent là-dedans.
Fait que, tu sais, moi, j'ai cette capacité-là, puis j'ai cette possibilité-là aussi de juste faire, je m'en vais de Montréal, puis, tu sais, je m'en viens ici. Mais c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Donc, ça aussi, c'est un enjeu. Puis de pouvoir faire une classe, tu sais, physique, dans une école physique, vu qu'on n'a pas de communauté, est-ce que les gens peuvent aussi déménager à Kakuna, par exemple, pour faire cette classe-là? Est-ce que c'est possible de le faire peut-être en milieu urbain à Montréal? Donc, tu sais, mais c'est pas tout le monde non plus qui habite à Montréal. Fait que c'est toutes des questions pour le futur. Mais la langue est un outil, est un élément rassembleur. Puis la langue aussi, tu n'es pas obligé de faire juste la langue. Il y a des activités qu'on peut organiser aussi autour de la langue, justement, à des endroits importants sur le territoire, qui est relié à la langue. T'sais. Puis, cet été, on s'est fait un petit rassemblement avec certains Wolastoqiyik, puis on a pu faire un panier, on a pratiqué des mots. Chaque chose qu'on voyait autour de nous, ben, on était capable de les nommer. On les apprend aux autres qui ne le savent pas. Donc, c'est des petites opportunités comme ça qu'il faut créer pour le moment, puis qui peuvent aider au projet futur. Là. En tout cas, c'est encourageant quand on voit l'enthousiasme avec lequel personne jeune encore, plonge dans cette entreprise colossale de maintenir une langue en vie, puis même plus que ça, de faire qu'elle regagne du terrain auprès de la nation. En tout cas, c'est vraiment formidable. Alexandre, est-ce que tu as, toi, quelque chose à ajouter? Peut-être parler de nos prochains podcasts? Les prochains... Oh. Ben, c'est ça le commentaire. C'est ce que je pensais aussi, c'est que on dirait que le travail que vous allez faire, c'est vraiment gros. Parce qu'il y a déjà là, à ce que j'avais vu dans l'article sur la cri... comment ça s'appelle déjà? Le cri du cœur pour une langue qui se meurt, c'est ça, ça faisait pas de locuteur en tant que tel pour les adultes qui l'apprennent, mais je pense qu'il faut vraiment miser sur l'enseignement de la langue aux jeunes. Comme ça, les jeunes peuvent l'apprendre à ce moment-là. Là. Puis ça se garde. Oui, puis là, ben, si je peux juste, avant que tu présentes les prochains podcasts, si je peux partager aussi un GoFundMe, parce que dans le fond, mes amis Lisa Maud et ben en fait, c'est plus Louis-Xavier, Aubin-Bérubé et Lisa Dutcher aussi, la mère de Jeremy Dutcher, que j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs fois et avec qui j'ai joué au Scrabble en Wolastoqey. Donc, c'est ça, des opportunités incroyables d'apprendre la langue. Donc, sur ce GoFundMe-là, si ça vous tente, pour ceux qui écoutent le podcast, de nous encourager, en fait, avec ce projet-là, c'est un projet pour pouvoir ouvrir une école immersive aux enfants, justement, comme celle, je pense, de... je ne veux pas dire de niaiserie, mais je pense qu'à Ganawake, il y a une école juste pour les enfants et que c'est juste de l'immersion en Ganingea. Donc, ça serait vraiment ça. Ce serait une école aussi qui est décolonisée, un peu comme mon programme, tu sais, qui se passe sur le territoire. On est dehors. Donc, c'est comme c'est comme le but, comme Alexandre, tu disais, que les enfants aient accès puissent s'inscrire à cette école-là. Donc, ça serait l'école, elle serait pour le moment dans le coin de St. Mary's. Puis, ils sont en recherche là, d'un espace aussi pour faire cette école-là. Puis, avec la nouvelle cohorte là, qui va terminer dans un an et demi, ben, il va peut-être avoir aussi des nouveaux profs, donc d'autres gens qui vont vouloir s'impliquer aussi dans ce projet-là. Alors, oui, donc si vous êtes intéressés, ben, donnez généreusement. Puis informez-vous, Oui. on a une page, il y a une page Facebook aussi de Geki Mints et aussi sur Instagram aussi. Donc. Tu pourrais partager la page sur le feed aussi, Catherine. Puis est-ce que tu avais un mot particulier que tu voulais nous partager, Alexandre? C'est particulier cet épisode-ci parce qu'habituellement, je suis plus
normalement, ce que je fais quand que je choisis mon mot pour la semaine, c'est que je vous laisse discuter. Puis après ça, moi, je fais mes recherches parce que je m'inspirais aussi de l'épisode. Puis, vu que c'était focusé sur la langue autochtone, j'étais beaucoup plus actif à ce moment-là. Mais il y a un mot que j'ai retenu aussi. Quand tu disais noix en Wolastoqiyik, comment qu'on disait ça? Pagan. C'est pareil aussi pour nous autres en Atikamekw, on dit pagan. Puis récemment, c'est ça, j'ai trouvé que pagan veut dire autre chose aussi. Je vais vous montrer ça. Ça veut dire noix, noisette, puis arachide. Mais ça veut dire aussi séparer. Taban. Fait en tant que tel, quand on parle de pagan, les noix, c'est quelque chose qu'on casse en deux. Puis, t'as plein d'autres mots qui viennent avec, qui sont accrochés comme quoi pour dire que c'est quelque chose de séparé. Fait que nous autres, pagan, c'est vraiment juste pour dire quelque chose qu'on sépare. Puis d'ailleurs, c'est de là que vient aussi le mot pécan, pacan, dans la famille des noix, là. C'est exactement ça. Donc, probablement que les Européens avaient... En fait, je pense qu'ils n'avaient pas ces sortes de noix-là de toute façon. Non, c'est ça. Donc, ils ont pris le mot qu'ils entendaient dans les langues algonquiennes, dans les différentes nations, puis ils ont pris ce mot-là, puis ils ont fait comme « OK, pacan! » Et donc, en anglais aussi, pecan. Donc, c'est ça, hein, pecan? Oui, oui, c'est une noix qui est originaire autochtone d'Amérique et que les Européens ont découvert quand ils sont venus sur le continent, effectivement. Parfait. Et bon, là, on est rendu presque à se dire au revoir, peut-être mentionner. En tout cas, bravo, hein, on démarre la décennie des peuples autochtones en bonne compagnie, puis avec un projet enthousiasmant. Et il y en aura d'autres aussi dans les semaines qui viennent. Oui, c'est ça. La semaine prochaine, on va voir un CRI. Que lui, c'est lui qui a développé une application pour apprendre la langue Swampy Cree, le Nehina Wewin. Fait que lui, il a fait un lancement lancement d'application récemment. Fait qu'on va l'inviter pour qu'on puisse discuter de la langue puis comment il fait pour sauvegarder la langue aussi. Puis la semaine d'après, par la suite, au mois de février, mais on va voir un invité de Kinawat. On va inviter Kinawat à venir avec nous puis parler de culture puis de langue autochtone aussi. Alors, et puis, c'est formidable aussi de voir comment sur le web, de plus en plus d'Autochtones prennent de l'importance. On mentionne Instagram, TikTok, Facebook. Donc, il y a de plus en plus... Et il y a d'autres podcasts, hein, on n'est pas le seul. Donc, c'est intéressant de voir aussi comment il y a une vitalité culturelle et communicationnelle qui s'installe au travers les réseaux, au travers Internet. Alors, on vit quand même une époque où on peut envisager la renaissance et on sait qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire et que rien n'est gagné d'avance, mais au moins on peut avoir un certain espoir dans l'avenir. Ah oui, j'ajouterai aussi en même temps, on va faire une petite promotion pour l'atelier qu'on va donner dans c'est ça, la semaine prochaine. Vendredi prochain. C'est ça, moi et Catherine, on va... Non, vendredi? Vendredi prochain. Vendredi. J'ai partagé ici dans le fil. Vous pouvez voir, on va parler en fait, décortiquer un peu, démystifier un peu les préjugés sur les langues autochtones. Fait que... T'avais-tu des petits mots à dire là-dessus, Catherine? Ben oui, dans le fond, c'est que moi puis Alexandre, justement, on s'intéresse tellement à la langue, puis on trouve tout le temps des choses incroyables par rapport à la langue ensemble. J'aimerais ça que moi puis Alexandre, on puisse travailler sur des projets de langue vraiment tout le temps, parce que c'est fou. Puis juste de faire cet atelier-là, dans le fond, c'est une introduction pour que les gens, justement, puissent un peu plus connaître les langues, puissent avoir un portrait des langues sur le territoire du dit Québec.
Oui, puis on va parler de ce qu'on connaît nous autres, de nos réalités à nous autres. On a des réalités différentes, mais en même temps, nos langues se ressemblent. Donc, on a plein de points communs, puis surtout le point en commun qu'on est des mordus de langue. Donc, Mais c'est vous, cet atelier-là, comment on fait si on veut, si ça nous intéresse? Donc, il faut s'inscrire. Je peux envoyer le lien, là, si tu veux, Alex, dans le petit chat ici. Donc, il faut s'inscrire. Sinon, vous allez sur la page de Mikana, puis je pense que c'est quelques liens, là, quelques posts un peu plus bas. Donc, vous allez voir ma face, puis la face d'Alexandre sur le post. Puis, vous pouvez seulement vous inscrire, en fait. Ça va être sous forme de webinaire en ligne sur l'heure du midi. Donc, vous allez pouvoir manger puis nous écouter parler de nos langues, de nos connaissances ici. Oui, alors on salue et bien sûr tous nos amis de Mikana, hein, qui est une organisation de sensibilisation et pour une meilleure connaissance des nations autochtones. Alors, Mikana, et donc en allant sur Google, Mikana, vous allez retrouver leur page web, puis il y a plusieurs activités qui sont proposées, et dont, bien sûr, cet atelier très, très bientôt, là, c'est après-demain, quoi, avec Alexandre et Catherine sur les langues autochtones. Alors, oui, on va... C'est la semaine prochaine. Ah, OK, d'accord, vendredi de la semaine prochaine. OK, donc on va l'annoncer encore via nos propres réseaux sociaux pour que les gens y participent, parce que c'est sûrement quelque chose qui sera magnifique et intéressant. Puis, il ne faut pas oublier non plus le lien pour le GoFundMe pour une école pour l'apprentissage de la langue des Malicites pour les enfants. Voilà. Exact. Est-ce que tu as quelque chose à dire pour le mot de la fin, Catherine? Ben oui, je vais dire Liwan, Pseudo-Degek. Merci pour tout. Puis je voudrais vous dire Aptich Knomiolpa. Dans le fond, en Wolastoqui, il n'y a pas de façon, justement, on ne peut pas traduire tous les mots mot à mot, puis il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas traduire du français à l'anglais au Wolastoqui ou peu importe. Parce que il y a des visions du monde différentes. Puis une des visions dans notre nation qu'on a, c'est qu'il n'y a pas de mots pour dire au revoir, donc ou bye, ou adieu même. Comme on va pas. Il n'y a pas un moment dans l'univers où on ne va pas se revoir. Donc, Aptich Knomiol, ça veut dire dans le futur, je vais te revoir. Donc, c'est dans un futur quand même proche. Là, je vais te revoir encore une fois. Donc, si c'est dans cette vie-ci, peut-être, ou dans une autre vie, on ne sait pas. Mais c'est ça. C'est juste pour vous dire qu'on va se revoir à un moment donné. Puis le pas, quand je dis à la fin, c'est pour tout le monde. Donc, c'est pour toi, Alexandre, puis pour vous, André. Donc, et tous les auditeurs qui nous ont écoutés. Donc, Aptich Knomiol Pa. Nigot, Kishkomenats. Yame.